Un effondrement de civilisation, donc il y a une crise. C'est aussi une opportunité peut-être pour que nos sociétés aillent dans un autre chemin, un chemin qui sera plus solidaire, plus respectueux des populations humaines et de la biodiversité. Il y avait un chercheur qui s'appelle Rob Hopkins, il dit l'être humain a toujours beaucoup plus de facilité à imaginer un monde qui va plus mal qu'un monde qui va plus bien, qui va mieux, quoi. Il y a une grande lacune dans les débats sur l'effondrement et qui reflète une tendance récurrente chez la plupart des théoriciens de l'effondrement, c'est-à-dire qui occulte toute analyse en termes de classe sociale. Nous allons nous effondrer. Ça veut dire quoi ce nous ? Qui est le nous qui allons s'effondrer ? Le mot effondrement reflète en général une réalité qui n'est pas l'apanage de toute l'humanité. Et c'est principalement au départ dans les pays riches, c'est-à-dire nous, dans lequel l'effondrement pourra se faire sentir de manière la plus importante. Et même au sein de ces pays riches, c'est principalement la classe moyenne qui sera concernée par cet effondrement. On analyse cet effondrement sous l'angle d'une ségrégation spatiale, c'est-à-dire l'effondrement, c'est avant tout un processus, c'est pas un événement unique, dans lequel de plus en plus de gens sont confrontés à des problèmes et dans lequel une petite minorité arrive à tirer ses épingles du jeu. En général, quand on parle d'effondrement, c'est des sociétés qui sont relativement complexes et qui, de manière relativement brutale, voient une chute de leur complexité, de leur population, de leur structure organisationnelle, si vous voulez. On a l'exemple de l'Empire romain, si vous vous rappelez un peu de vos cours d'histoire. Donc ça, c'est clairement ce qu'on entend par effondrement. Il y a un autre auteur qui s'appelle Yves Cochet, qui lui définit l'effondrement comme une situation dans laquelle l'État ne serait plus en mesure de satisfaire les besoins de tout un chacun. Si vous regardez, on est complètement dépendant pour nos besoins élémentaires de l'État, que ce soit pour l'eau potable, pour l'électricité, la sécurité, les systèmes de santé. On est vraiment dans des pays dans lesquels l'État est omniprésent et l'État gère ça. Quand on parle de crise, ça implique un possible retour en arrière, un retour à une certaine normalité. Or, ce à quoi on assiste, c'est à une conjonction de problèmes qui sont insolubles. La crise climatique, on voit que maintenant, elle devient inéluctable. Et ça, c'est quelques petits schémas qui montrent ce qu'on appelle la grande accélération. Depuis une cinquantaine d'années plus ou moins, notre monde s'accélère, à la fois en termes matériels et à la fois en termes de problèmes, ce qui est évidemment lié. Si on prend un peu les effondrements passés, on remarque que de nombreuses civilisations se sont effondrées en raison d'une pression trop importante sur leur environnement. Les Mayas, un des facteurs de leur effondrement, c'est d'avoir déboisé de manière trop importante leur environnement, ce qui a causé une série de sécheresses et donc déstabilisé l'ordre social. Quand on parle de pic pétrolier, c'est surtout la fin c'est pas la fin du pétrole, il y aura toujours du pétrole sur Terre, mais c'est la fin d'un pétrole bon marché. Or, toute notre société est basée sur l'approvisionnement en pétrole bon marché. Donc, que ce soit l'agriculture, que ce soit les transports, notre alimentation, notre gestion du territoire, tout est basé là-dessus. On a eu une grève des transporteurs routiers il y a 2-3 semaines. Au bout de 3 jours, il y avait des pompes à essence qui étaient quasiment vides ici, donc du côté de Virton. Il y avait des magasins qui n'étaient plus approvisionnés. Donc au bout de seulement de 3 jours de grève, vous avez déjà des conséquences assez visibles dans la vie pratique. On a perdu en fait ce qu'on appelle la résilience. C'est la capacité d'une société à se remettre d'un choc. Et les problèmes sécuritaires, donc on le voit aussi avec le terrorisme. Donc on voit qu'une région comme le Moyen-Orient qui a été déstabilisée depuis quasiment un siècle maintenant, forcément on commence à exporter toutes ces tensions ici, et on voit mal aussi comment on peut résoudre ce problème, si ce n'est par des mesures ultra sécuritaires, et je pense que la plupart des gens ne voudraient pas en arriver là. Beaucoup d'analyses, dont le GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts pour le climat, fait le lien explicite entre la guerre en Syrie et le réchauffement climatique, en disant que les 3-4 dernières années avant le déclenchement de la guerre en Syrie, il y a eu une sécheresse particulièrement dramatique qui a déstabilisé complètement la région, encouragé des déplacements de population, etc., et donc qui a fourni un terreau utile aux tensions religieuses. Je ne dis pas que la cause de la guerre est le climat, mais en tout cas c'est un facteur qui permet de comprendre ça. Petit à petit, on risque de voir se confondre les notions de réfugiés politiques et de réfugiés climatiques. Encore le dernier sondage d'Oxfam qui disait que les 60 personnes les plus riches au monde possédaient plus que la moitié de l'humanité. Donc on est vraiment dans une concentration des richesses à la fois au niveau global et au sein de chaque pays considérable. Il faut considérer l'effondrement pas comme un événement unique, mais comme un processus qui peut durer longtemps. Et même quand on prend les cas historiques, c'est ce qu'on remarque. Quand on parle de l'effondrement de l'Empire romain, cet effondrement a duré plusieurs siècles.
Si on prend l'effondrement de l'Empire Maya, même chose, ça a duré plusieurs dizaines d'années, voire pire. Et donc quand on prend ce point de vue, on peut peut-être considérer que nous sommes déjà, depuis quelques années, dans un processus qu'on peut appeler l'effondrement pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Plus une société devient complexe, plus elle doit utiliser d'énergie et de ressources pour satisfaire cette complexité. Et donc elle ne peut plus croître. Et il appelle ça la théorie des rendements décroissants. Un exemple pour que vous compreniez ça, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, au fur et à mesure de son expansion, donc capturait des esclaves, des ressources, etc. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la taille de l'Empire était tellement grande et les coûts de gestion tellement complexes que les différentes conquêtes ne satisfaisaient plus rien que la gestion de ce territoire. On n'atteindra plus jamais des taux de croissance de plusieurs pourcents, parce qu'une fois que la société a atteint un certain niveau de croissance, créer des nouvelles choses systématiquement n'est plus possible. Je suis géographe et donc je me suis intéressé beaucoup aussi à la question de la ségrégation urbaine et donc de la privatisation de certains quartiers, notamment à travers ce qu'on appelle le phénomène des gated communities. Et donc c'est des quartiers qui sont sécurisés, qui sont privés, qui sont réservés uniquement aux habitants qui y habitent. Et ces quartiers en général sont entourés de murs, de clôtures, de vigiles, etc. Faire le lien entre ce qui est en train de se passer, donc tout ce que je viens de vous décrire, et ce processus de ségrégation. C'est-à-dire qu'en gros, beaucoup de gens ont tendance à ne pas voir l'effondrement ou tout ce qui partant qu'il est derrière les murs. Alors ces murs peuvent être physiques, on le voit, ils existent déjà. On voit les murs qui sont faits contre les migrants, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, entre Israël et la Palestine. L'évolution du nombre de murs dans le monde, on voit qu'il est en constante augmentation. Et mais il y a aussi des murs symboliques, c'est-à-dire c'est des murs un peu psychologiques qui nous empêchent de voir la réalité extérieure. Pour illustrer ça, par exemple, c'est le cas des attentats, où on voit que l'Europe connaît des attentats à ses frontières depuis des dizaines d'années maintenant, sans que ça n'émeuve personne. Par contre, dès que les attentats ou le désordre passent les murs symboliques, c'est-à-dire arrivent dans nos quotidiens, à Paris, à Bruxelles, et là on voit qu'il y a une prise de conscience et on voit qu'on est rattrapé, si on veut, par certains symptômes de l'effondrement. Qu'est-ce que va signifier cet effondrement ? Une crainte qu'on peut analyser sans doute, c'est la prolifération justement d'une privatisation de la sécurité à travers la privatisation de l'espace. Ça, c'est un beau quartier, c'est ce qu'on appelle une gated community, donc c'est-à-dire c'est un quartier qui est privé. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de quel pays dans lequel ça se trouve, mais c'est au Pakistan. Donc, vous voyez que c'est complètement contraire à l'imaginaire qu'on a. C'est un quartier qui existe dans la banlieue de Karachi, donc qui est une mégapole de plusieurs millions d'habitants, qui concentre à elle seule la plupart des maux dont souffrent les pays du tiers-monde. Et par contre, on voit que même dans des pays comme ça, on a une tendance à la privatisation de la sécurité pour les gens qui peuvent se le permettre. Si on prend une famille de la classe moyenne au Pakistan qui a des enfants, on ne peut pas en vouloir à ces gens de vouloir vivre reclus, notamment pour protéger leurs enfants. Mais le problème aussi, c'est que c'est une tendance qui contribue justement à l'effondrement. Parce qu'une fois qu'on a l'exil des gens les plus aisés qui partent dans des quartiers privés, ça veut dire moins d'impôts et ça veut dire qu'on laisse se dégrader complètement le reste des quartiers. L'effondrement, ça signifie un peu une ségrégation ou une privatisation de plus en plus importante de l'espace. Vous avez un mur qui est construit tout le long de la frontière entre Israël et la Cisjordanie, et puis au sein de la Cisjordanie, vous avez des quartiers juifs qui sont emmurés également du quotidien des Palestiniens. On a encore cette métaphore de la gated community, où là c'est carrément un pays qui s'enferme et qui contribue donc à la dégradation du territoire hors du mur, à savoir ici la Cisjordanie, la bande de Gaza, et donc qui, au nom de la sécurité, se privatise de plus en plus. Et ce qui est intéressant avec Israël, c'est qu'on voit que, tôt ou tard, laisser se dégrader l'autre côté du mur, voit à un moment donné le boomerang revenir. Et on voit un peu les différents attentats qui ont été faits, notamment les attaques au couteau. Donc quand on laisse une population désespérée hors du mur, à un moment donné, ça ne tient pas. Autant la recherche de sécurité est légitime, le problème, et ça c'est une tendance à venir en raison de tout ce que je vous ai présenté, c'est que la sécurité tend à devenir la valeur centrale de la société au détriment de toutes les autres. On a des villes qui sont de plus en plus aussi à deux vitesses, où on crée un petit peu des espèces de façades réservées à une certaine élite, soit autochtone, soit internationale, à travers le tourisme, et où petit à petit, on expulse tous les gens qui n'ont pas les moyens. Donc on rénove New York, les villes américaines, ou même Bruxelles dans certains quartiers, c'est-à-dire qu'on va rénover une belle ville, si vous voulez, un beau centre-ville, et de plus en plus expulser tous les indésirables, tous ceux qui n'ont pas les moyens, pour garder une espèce de façade de cette ville. Alors quel est le lien avec notre propos ? C'est que voilà, on voit encore ici que l'effondrement,
c'est un petit peu un monde à deux vitesses qui se crée de plus en plus, c'est-à-dire un monde encore tout beau, donc encore le phénomène du quartier sécurisé, et puis derrière, on repousse, si vous voulez, l'imaginaire de l'effondrement derrière des murs, soit physiques, soit symboliques. La première ville entièrement privée aux États-Unis, en fait. Elle s'appelle Sandy Springs. C'est une ville dans la banlieue d'Atlanta il n'y a plus aucun service public excepté la police et l'armée, enfin les autorités. Mais sinon, c'est une ville qui est entièrement privée. Et donc là, on voit que quand on parle d'effondrement dans ce cadre-là, l'effondrement n'est pas là, puisque les gens qui en ont les moyens peuvent satisfaire leurs besoins élémentaires via des sommes d'argent. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'essentiel du reste de la banlieue d'Atlanta est constitué de banlieues complètement défavorisées, dans lesquelles il n'y a plus de revenus pour l'éducation, pour rien, puisque les classes aisées se sont repliées et donc ont retiré leur possibilité de payer des impôts dans les quartiers pauvres. Toutes les causes qu'on vient de mentionner, donc les causes de ce qu'on pourrait appeler un effondrement, viennent principalement d'une certaine classe sociale. Ce qui manque dans beaucoup d'analyses sur l'effondrement, c'est l'idée qu'on va tous s'effondrer, on est tous dans le même bateau. Or, ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est qu'encore une fois, c'est seulement une certaine classe sociale qui impose ses vues à la grande majorité. En tout cas, il y a un concept qui revient souvent, qui est le concept des 1% contre les 99 autres. C'est-à-dire qu'on voit qu'un peu partout, dans la plupart des pays, on a une extrême minorité, environ 1% de la population, qui concentre la majorité des richesses, qui s'accapare la majorité des richesses au détriment des uns, et qui façonne les politiques pour eux au détriment des autres. Si on analyse tous les problèmes que je viens de mentionner, on remarque que ces inégalités sont souvent à la source de la majorité des problèmes. Et ironie du sort, l'effondrement tel que je viens de vous le présenter, au lieu de mettre toute l'humanité sur un même bateau, va encore accentuer ces inégalités, puisque ceux qui auront les moyens pourront, temporairement du moins, se prémunir des effets de l'effondrement en laissant les autres se débrouiller. Tout ce que je viens de vous mentionner, ça augure quand même quelques espoirs, et notamment une possible convergence des luttes. S'il y a une prise de conscience généralisée, les fameux 99%, ont toutes les raisons d'avancer ensemble, notamment donc en créant différentes passerelles entre les revendications écologistes, les revendications sociales, etc. etc. Le monde qu'on connaît est en train de disparaître, en train d'évoluer vers quelque chose, et donc il y a vraiment une prise de conscience à avoir pour amener des politiques un petit peu novatrices. Si on veut voir l'effondrement, ou ce qu'on nomme comme effondrement, comme quelque chose, comme le passage vers quelque chose de plus progressiste, de plus émancipateur, la priorité, c'est de ne pas laisser sa gestion à ceux qui en sont responsables.